Bonjour, nous allons répondre à deux questions qu'on peut se poser suite à la vidéo principale sur la mécanique. Vous pourrez cliquer dessus à la fin de cette vidéo. Alors deux questions. La première, comment peut-on utiliser les méthodes numériques qui concernaient l'oscillateur harmonique pour le pendule? Et la deuxième, quelle est l'énergie qu'il faut pour changer la géométrie de la molécule d'ammoniac? Alors, un petit rappel sur la résolution du système mécanique à une dimension. Nous avions montré comment simuler le mouvement de l'oscillateur. On réalise le système d'équations en utilisant la deuxième loi de Newton. Somme des forces est égale à m fois l'accélération. Ici, c'est x de points. Et m, c'est la masse de l'objet. Les forces en présence dérivent d'un potentiel ou énergie potentielle, grand V. On a donc ce premier système d'équations. Ce qui peut se réécrire si on introduit la quantité de mouvement petit p, ou impulsion, et la vitesse x point. À savoir, x point est égal à p sur m, et p point est égal à la force, est égal à moins dérivée du potentiel. N'oubliez pas le signe moins. On obtient donc ce système d'équations que l'on peut résoudre numériquement si on connaît à la fois le potentiel et les conditions initiales. Il suffit donc de connaître les conditions initiales à t égale 0 de la position petit x et de l'impulsion petit p, c'est pareil que la vitesse, c'est la quantité de mouvement. On utilise alors la méthode d'Euler ou d'Eun que l'on a vue dans la vidéo principale. Dans la vidéo principale sur la mécanique, à revoir évidemment, on avait aussi présenté les équations du pendule dont l'équation du mouvement est légèrement plus difficile à résoudre comparée à l'équation de l'oscillateur harmonique, car il y a un sinus θ en plus. Le potentiel est en fonction de cet angle θ et vaut V de θ est égal à m fois g fois L facteur de 1 moins cosinus θ, où m, c'est la masse du pendule, g, c'est la constante de gravité, L, c'est la longueur de la tige. Et c'est ce potentiel que nous allons utiliser. Et si on fait l'approximation des petits angles, donc sinus θ vaut à peu près θ, quand θ est tout petit, on obtient l'équation différentielle suivante, d de θ sur dt2 plus L sur g θ est égal à 0. Et ça, c'est facile à résoudre. On obtient évidemment une solution simple, θ de t, de l'équation en fonction d'un sinus, et en dérivant ce θ, on obtient facilement la vitesse angulaire θ point, qui est sa dérivée. Il est à noter que la période vaut t0, qui est égal à 2 fois pi fois la racine carrée de L sur G. Donc la période dépend de la longueur de la tige du pendule. Pour décrire le mouvement du pendule, il est plus simple d'utiliser la mécanique lagrangienne, qui en fait reformule la mécanique classique à l'aide de ce qu'on appelle le lagrangien, qui est défini comme étant la différence entre l'énergie cinétique qu'on a appelée ici T et l'énergie potentielle grand V, qui dépendront en fait de coordonnées considérées comme indépendantes. On a le temps t, l'angle θ, la vitesse angulaire θ point. Si on reformule les équations de la mécanique classique, on obtient l'équation de Lagrange suivante. d sur dt de d rond L sur dθ point est égal à d rond L sur dθ. Puis les équations qui donnent l'impulsion conjuguée pθ comme étant d rond L sur dθ point, et on a la dérivée temporelle de p de θ, qui est l'impulsion conjuguée, qui vaut de nouveau d rond L sur dθ. Restons en mécanique lagrangienne. On va maintenant calculer l'énergie cinétique. Vous vous souvenez, grand T. Pour cela, on se place dans le plan x et y et on a les coordonnées suivantes en fonction de θ. Regardez aussi le petit dessin animé.
On projette sur l'axe des X la position de la masse et on obtient L fois sinus θ, et de même sur l'axe des Y, et on obtient L facteur de 1 moins cosinus θ. Si on dérive ces quantités par rapport au temps, on obtient les coordonnées de la vitesse qui vont nous servir à calculer l'énergie cinétique grand T. On obtient donc 1/2 de ml au carré, θ point au carré, ce qui va se traduire sur l'impulsion conjuguée par P de θ est égal à ml carré θ point, et en dérivant par rapport à θ point, sachant que l'énergie cinétique ne va dépendre que de la vitesse angulaire. De même, comme le potentiel ne dépend que de θ, on obtient Pθ point qui vaut moins dV sur dθ. Si on remanie un peu le système d'équations, donc ce système d'équations de Lagrange, on obtient facilement θ point qui vaut Pθ, c'est-à-dire l'impulsion conjuguée, divisé par ml au carré, elle étant la longueur de la tige du pendule. Et Pθ point reste inchangé. Si on fait l'analogie entre θ et petit x, alors θ point et θ point et x point, on s'aperçoit qu'en fait on peut utiliser le même algorithme de simulation que l'on a vu dans la vidéo principale, comme la méthode de l'air ou la méthode d'Eun. Il suffira simplement de changer la masse initiale petit m par ml au carré, qui représente le moment d'inertie. Alors ce sera la masse, cette fois le grand M, la masse du pendule. Et donc une petite astuce pour pouvoir programmer ça, et c'est d'utiliser le moment d'inertie ml au carré que l'on entre dans le programme et qui va remplacer le petit m de nos équations du mouvement dans la partie simulation. Attention, la masse grand M et la longueur du pendule L ne changent pas dans le programme pour le potentiel et la force. Le but de l'exercice est maintenant de programmer tout ça et de prendre des exemples, par exemple avec des longueurs différentes de tiges de pendule, et de décrire les différents mouvements. On peut par exemple regarder la période, l'énergie, etc. Comme par exemple ici, on présente deux mouvements de pendule. Le premier avec une longueur de tige de 1 mètre et l'autre de 2 mètres. Mais en revanche, la masse, c'est la même avec 1 kg, et on lâche le pendule sans vitesse initiale, presque au plus haut, soit à θ0 à presque moins 180 degrés, à savoir ici moins 179 degrés. L'énergie potentielle est au début maximale, et le portrait de phase est une sorte de calisson. Quant au pendule de longueur de 2 mètres, la vitesse devient plus de 2 fois plus importante et le pendule reste en position haute beaucoup plus longtemps. Il faut analyser aussi par exemple la période du pendule de 1 mètre comparée à celle du pendule de tige 2 mètres. Donc à revoir la formule de cette période. Un joli truc à voir. Quand on prend plusieurs valeurs d'angle de départ, θ0, on obtient le portrait de phase quasi complet. Ici, qui décrit les petits angles, avec des petites ellipses au centre, puis lorsque le pendule fait des tours autour de son axe, le portrait de phase commence à faire des sortes de vagues qui représentent en fait les rotations complètes du pendule autour de son axe. La masse du pendule ici, dans cet exemple, était de 1 kg et la longueur de sa tige de 1 mètre. Et du point de vue énergétique, ça donne quoi? Eh bien, on va le voir. L'énergie totale se conserve. Si on fait partir ce pendule de l'angle à, par exemple, 57 degrés, j'ai pris au hasard, et on le lâche sans vitesse initiale. À ce moment, l'énergie potentielle est placée sur la boule rouge, placée aussi sur la position de la boule verte qui représente l'énergie totale. L'énergie cinétique est à 0, car la vitesse angulaire étant nulle au départ, et durant l'oscillation, l'énergie totale en vert reste constante, à cause évidemment de la compensation de l'énergie cinétique en bleu par rapport à l'énergie potentielle. Le pendule ne va pas plus haut que sa hauteur de lâcher.
Et pour un mouvement plus joli, on lâche le pendule à environ moins 179 degrés, sans vitesse initiale, et on laisse osciller le pendule. L'énergie potentielle en rouge est compensée par l'énergie cinétique en bleu pour donner une énergie totale toujours constante ici en vert. Remarquez l'accélération du pendule quand le pendule est dans le creux du potentiel et quand le pendule passe à 0 degré comme angle θ. Et puis aussi, remarquez la diminution de cette vitesse au sommet du potentiel quand le pendule arrive à la position la plus haute. Belle simulation! Alors ici, un exemple encore plus joli. Donnons maintenant une petite impulsion au départ, c'est-à-dire que P au départ n'est plus égal à 0. Ici, on a pris 0,2. Le pendule va se mettre à tourner autour de son axe. Et on va avoir les énergies qui, à chaque tour, se reproduisent à l'identique, avec toujours une énergie totale constante, ici représentée en vert. Voilà, on a répondu à la première question sur le pendule. Passons à la question suivante. Quelle énergie faut-il pour changer la géométrie de la molécule d'ammoniac NH3? Même si c'est l'équation de Schrödinger qui régit l'énergie pour la molécule d'ammoniac, ici, on va rester dans les hypothèses de la mécanique classique et l'énergie potentielle de l'ammoniac est un double puits comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Alors, comment ça marche avec nos hypothèses de mécanique classique? Quiz de l'effet tunnel. Il n'y en a pas dans nos hypothèses classiques. Et on suppose en plus qu'il n'y a pas d'effet quantique et que l'atome d'azote N va simplement changer de position en suivant un axe horizontal, donc selon une dimension. La molécule a la forme d'une pyramide où, au départ, elle est stable. L'atome d'azote est à gauche du plan où se trouvent les 3 atomes d'hydrogène. L'atome d'azote va donc suivre cette ligne horizontale sous l'effet d'une excitation, par exemple la chaleur, et sous suffisamment de chaleur, donc suffisamment d'énergie, supérieure à la barrière de potentiel V0, eh bien l'atome d'azote va se retrouver à droite du plan formé par les 3 atomes d'hydrogène, pour revenir à un état stable. Au milieu des 2 états stables, on estime que l'atome d'azote va se trouver dans le plan des 3 hydrogènes, mais dans une position instable. Alors, une autre question, quelle est la température qu'il faudrait pour changer la géométrie du NH3? Un petit exercice intéressant, c'est le calcul de la température qu'il faudrait faire subir à la molécule d'ammoniac pour que la géométrie de la molécule change, passe par exemple du plan gauche au plan droit, avec le franchissement de la barrière de potentiel. Alors, on a la barrière de potentiel V0, estimée à V0 qui est égal à 0,25 électronvolts, pour changer la géométrie de la molécule d'ammoniac. L'énergie d'excitation induite par la température sur la molécule vaut grand E est égal à Kb fois T, où Kb c'est la constante de Boltzmann, et je rappelle qu'un électronvolt c'est 10 puissance moins 19 joules. Et donc pour qu'il y ait franchissement de la barrière de potentiel, il faut que E, donc l'énergie, soit supérieure ou égale à V0, correspondant au niveau de la barrière de potentiel. Soit KBT, supérieur ou égal à V0, et donc T, la température, doit être supérieure à V0 sur Kb. Et on fait l'application numérique toute simple, et on trouve une température qui doit être supérieure à 1811 Kelvin, ce qui est excessivement grand. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo précédente, et je vous dis ciao ciao.